8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Gérard Haraud. Bonjour. Bonjour. Ancien ambassadeur de France en Israël, aux États-Unis notamment, à l'ONU également. On va parler bien sûr de ce qui se passe en Israël avec cette attente, cette mobilisation des troupes israéliennes qui continuent le long de la bande de Gaza. L'agence Reuters affirme ce matin qu'un cessez-le-feu est annoncé pour une durée de 5 heures à Rafah, au point de passage avec l'Égypte. Qu'est-ce que les Israéliens attendent de votre point de vue? On entend des hypothèses dire ils attendent le feu vert américain. Est-ce une possibilité? Non, je ne pense pas que les Israéliens soient comme ça, d'une certaine manière, sous le pouvoir des Américains. Ça a toujours été une des caractéristiques israéliennes, c'est le message très fort. Lorsque nous prenons des décisions pour notre sécurité nationale, nous les prenons seuls. Et d'une certaine manière, je pense que la politique américaine le reflète. C'est-à-dire les Américains immédiatement sont venus dire aux Israéliens « on vous soutient », mais il ne faut... Ils lancent des messages sur le thème attention, le droit humanitaire à Gaza, mais visiblement, ils n'ont pas le pouvoir à Jérusalem. Alors, sans être sous la tutelle américaine, est-ce qu'au moins peut-être les États-Unis peuvent retenir la main d'Israël, faire en sorte que des civils palestiniens soient épargnés? Est-ce que quelqu'un d'ailleurs, quelque part, a ce pouvoir, dire aux Israéliens, modérer l'ampleur de votre offensive? Moi, je pense que c'est le calcul des Américains. Le calcul des Américains, c'est d'abord soutien inconditionnel à Israël pour, je dirais, gagner la confiance des Israéliens, qui sont un peuple qui ne fait pas confiance pour des raisons historiques évidentes. Et d'ailleurs, on a vu des grandes images de Joe Biden dans les rues de Tel Aviv pour lui dire merci. Et à partir de cette position de soutien inconditionnel à Israël, pouvoir faire entendre sa petite musique sur le droit humanitaire. On dit que hier, les Israéliens ont rouvert le robinet d'eau parce que Joe Biden l'avait demandé personnellement. Donc c'est ça, soutien inconditionnel, et au nom de ce soutien inconditionnel, on essaye par ailleurs d'influencer l'opération israélienne. Est-ce que vous pensez que cette opération israélienne peut se faire sans perte massive côté israélien, sans que l'on voit des milliers de morts civiles côté palestinien? Vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste militaire, mais je parlais juste avant cet entretien, je parlais avec un officier général et qui me disait qu'il ne voyait pas comment cette opération pouvait aboutir à un succès franc. On ne peut pas éradiquer le Hamas, on peut tuer ses chefs, on peut détruire ses entrepôts d'armement, mais on ne va pas détruire un mouvement. Et puis une fois que l'armée israélienne sera rentrée, parce qu'elle va rentrer, que fera-t-elle? Déjà, les Israéliens, et Joe Biden d'ailleurs, ont dit l'armée israélienne ne restera pas à Gaza. Donc, Joe Biden dit qu'occuper la bande de Gaza serait une grave erreur. Exactement. Et les Israéliens ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention d'y rester. Donc, que vont-ils y faire? On peut se demander, c'est tragique, mais on peut se demander si Israël, d'ailleurs, n'est pas tombé dans le piège que le Hamas lui a tendu. Faire de telles atrocités sans nom que Israël a été obligé de réagir. Et qu'en réagissant, bien voilà, cela conduit à ce genre de situation. Cela nourrit encore plus la haine contre Israël dans l'ensemble du monde arabe. Mais si Israël n'occupe pas durablement la bande de Gaza, comme elle l'a fait pendant des années par le passé, quelle peut être la suite? Est-ce que ça veut dire essayer de mettre en place une bande de Gaza qui serait libre de toute influence du Hamas? Vous posez la question, vous voyez bien que c'est impossible. Donc, moi, depuis le début, je dis, bon, après, ça recommencera comme avant. C'est-à-dire, l'Union européenne reconstruira, paiera pour reconstruire, avec peut-être quelques pays arabes, et dans 3, 4, 5 ans, ça recommencera. On oublie que ce genre d'attaque a eu lieu quasiment tous les 3 ou 4 ans, 2008, 2014, 2018, 2021. Alors, cette fois-ci, ce qui est différent, c'est la réussite remarquable, si j'ose dire, de l'opération terroriste du Hamas. Mais sinon, vous avez 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, et puis voilà, ça explose tous les 3 ou 4 ans. On disait à l'instant que les États-Unis, par leur action, pouvaient peut-être préserver ou modérer en partie les ardeurs israéliennes. Qui peut avoir la main pour tenter de sauver la vie des otages? Israël disait hier 155 otages. On voit que les États-Unis tentent aussi de voir si par l'Égypte, ils ne pourraient pas faire sortir certains de leurs ressortissants. On est plusieurs acteurs qui se sont proposés. Le président turc Erdogan a dit la semaine dernière, je démarre une médiation. On a parlé du Qatar. À quelle piste vous croyez? Existe-t-il d'ailleurs une piste pour sauver les otages? Oui, parce que la première action des Israéliens a été de refuser la médiation parce que les Israéliens voulaient rétablir ce qu'ils appellent leur capacité de dissuasion. Donc, vous m'avez tapé, je dois taper. Ça a toujours été le cas en Israël. Je reçois un coup, j'en donne 2. Donc,
À quel moment les Israéliens considéreront-ils qu'ils ont assez frappé? Et là, sans doute, des intermédiaires, peut-être le Qatar, encore que les liens tellement étroits avec le Hamas, enfin, en même temps le rendent efficace, mais pas très crédible à Jérusalem, aussi le Turc ou l'Égyptien. En général, souvent, c'est les services de renseignement égyptiens qui jouent ce rôle, mais encore faut-il que le Hamas ne demande pas un prix trop élevé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'opération, le Hamas demandait quasiment la capitulation d'Israël en échange des otages. Donc oui, une négociation est possible à partir du moment où Israël pense qu'elle a donné, si je veux dire, elle a donné une leçon à l'ennemi. Est-ce que l'un des pays que vous venez de citer, ou d'autres peut-être, ont une réelle influence sur le Hamas et peuvent lui tordre le bras d'une certaine manière? Peut-être pas tordre le bras, mais ils ont de l'influence. Après tout, le Hamas vit grâce à l'argent du Qatar. Et les services de renseignement égyptiens, eux aussi ont une influence parce que le Hamas dépend très largement de la manière dont les Égyptiens gèrent la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et la Turquie, c'est les frères musulmans. Et les frères musulmans, c'est le Hamas. Donc ces pays peuvent avoir une influence. Mais de nouveau, je crains que le Hamas ne se trouve tellement enhardi par son succès qu'il ne pose des conditions qu'Israël n'acceptera jamais. Est-ce qu'il y a, à proprement parler, un ou des alliés du Hamas? Vous avez parlé du Qatar, on parle de l'Iran. Est-ce que le terme d'allié peut être approprié? Alors, vous savez, allié, c'est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'intérêt. Et donc l'Iran et le Hamas, la Turquie ont des intérêts communs jusqu'à un certain point. Par exemple, il est probable que le Hamas n'ait lancé son opération sans avertir l'Iran. L'Iran, c'est ce qu'a dit l'Iran et ce qu'ont confirmé les États-Unis. Donc voilà, à certains moments, on se rencontre sur le bout de chemin, et donc oui, le Hamas a des interlocuteurs, et de nouveau, avec en plus il faut bien dire, cette idée assez folle de Netanyahou qui disait au Qatar, oui, donner de l'argent au Hamas, d'une certaine manière, ça m'arrange, comme ça calme la bande de Gaza. Donc le jeu est un jeu quand même à plusieurs bandes. Les Israéliens eux-mêmes parlaient au Hamas de manière discrète par les services de renseignement. De quelle manière et avec quel but? Pour gérer la bande de Gaza. Le calcul des Israéliens était de dire la bande de Gaza, le Hamas tient la bande de Gaza et finalement, pour nous, c'est plutôt mieux qu'une anarchie générale. Donc les services de renseignement israéliens parlaient au Hamas pour essayer d'établir un modus vivendi. Visiblement, ça n'a vraiment pas marché. Et d'ailleurs, c'est un des reproches que l'on fait à Netanyahou aujourd'hui, en Israël même, d'avoir pensé que le Hamas pouvait être domestiqué. On voit aussi quand même les inquiétudes côté occidental sur ce que peut faire l'Iran. Je rappelle que le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré Ismaël Haniyeh, responsable du Hamas précisément. Si l'on revient sur les déclarations de ce ministre iranien, il dit tout à la fois l'expansion des fronts militaires n'est pas exclue, la probabilité que cela se produise augmente chaque heure. Et il se trouve que Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, dit « Nous ne pouvons pas exclure que l'Iran choisisse de s'engager directement militairement d'une manière ou d'une autre. Nous devons nous préparer. » Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que l'Iran vraiment peut rentrer dans la bataille? Naturellement. Et donc c'est pour ça que les Américains ont envoyé 2 groupes aéronavals en Méditerranée. C'est pas à cause des Palestiniens, c'est pour lancer un message à l'Iran très ferme sur le thème: si vous entrez dans la bataille, nous serons là. Et d'ailleurs, vous citiez ce communiqué assez belliqueux iranien qui m'avait aussi frappé hier soir, mais je crois que ce matin, il y a un autre Iranien qui a déclaré le Hamas a les moyens de conduire sa bataille tout seul. Il y a plusieurs voix, en effet, à Téhéran, clairement. Visiblement, il y a plusieurs voix. Je pense que le régime iranien, qui est quand même très affaibli par la contestation intérieure, qui peut avoir peur quand même de réactions américaines et israéliennes très fortes. Je pense qu'à Téhéran, il y a évidemment des radicaux qui veulent y aller, si j'ose dire, mais que le régime, lui, préfère éviter ce qui serait une guerre générale face à des ennemis qui sont quand même infiniment supérieurs en termes militaires. Mais est-ce que l'Iran, à défaut d'intervenir directement, peut avoir intérêt à agiter des intermédiaires? On pense au Hezbollah chiite libanais, par exemple. Est-ce que l'Iran a ce pouvoir-là?
Alors, je pense que l'Iran peut craindre que si le Hezbollah intervient, les Israéliens et les Américains diront à l'Iran, c'est vous qui êtes là derrière, et donc on vous Personne ne considère sera dupe. on vous considère comme co-belligérant. Mais sur le Hezbollah lui-même, vous savez, j'étais ambassadeur à Tel Aviv en 2006, au moment où il y a eu une attaque du Hezbollah qui avait elle aussi réussi remarquablement, et du coup un affrontement général avec Israël. Mais ça avait été tellement douloureux, tellement massif au sud-Liban, que le Hezbollah s'était excusé auprès des Sud-Libanais de les avoir engagés dans cette bataille. Donc je pense que le Hezbollah, qui a une base populaire, c'est-à-dire le Sud-Liban, les chiites du Sud-Liban, vous l'avez dit, je pense que le Hezbollah lui-même hésite à entrer dans le chaudron infernal. Ils savent très bien que, comme que les Israéliens envahiraient le Sud-Liban, et donc je pense qu'ils reculent, eux aussi ils hésitent. Mais au Sud-Liban, vous avez aussi des mouvements palestiniens liés au Hamas qui visiblement essayent d'entraîner, de déclencher un affrontement entre le Hezbollah et Israël. Vous venez de souligner et rappeler, le Hezbollah, ce sont des chiites. L'Iran, ce sont des chiites. Il se trouve que les États-Unis, ces dernières années, ont plutôt bien travaillé avec certains pays sunnites du monde arabe. D'ailleurs, Anthony Blinken l'a rappelé, il estime que les alliés arabes des États-Unis ne veulent pas de débordement du conflit. Est-ce que les pays arabes sunnites peuvent jouer un rôle dans cette situation-là? Le problème, c'est que pour les pays arabes, honnêtement, les régimes arabes applaudiraient qu'Israël écrase le Hamas. Je parle des monarchies du Golfe et de l'Égypte. Parce que le Hamas, c'est quand même les frères musulmans, c'est l'islam, la démocratie, c'est l'inverse de tous ces régimes autoritaires. Mais ils ont une opinion publique. Et l'opinion publique du monde arabe est, de manière vraiment quasiment générale, en faveur du Hamas contre Israël. Donc ils sont obligés de faire très attention. Donc ils n'ont pas condamné l'attaque du Hamas, mais disons-le très clairement, ce sont les ennemis du Hamas. Et si le Hamas et l'Iran, peut-être avec puis l'Iran a lancé cette opération, c'est en partie pour empêcher les pays arabes de devenir les alliés d'Israël. Et c'était en particulier l'Arabie saoudite qui était en voie de rapprochement avec Israël. Vous faisiez allusion tout à l'heure au fait que les États-Unis envoient des porte-avions, 2 en l'occurrence, dans la région, pour protéger Israël, pour mettre en garde l'Iran. Il y a une tournée diplomatique d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Il s'est rendu en Arabie saoudite, en Égypte, il est encore en Israël aujourd'hui. Pour quel objectif et quel résultat? Qu'est-ce que Blinken peut vraiment espérer de cette tournée? Avec quoi est-ce qu'il va repartir? Alors d'abord, vous savez, à Washington, on dit si vous vous occupez pas du Moyen-Orient, le Moyen-Orient vous rattrapera. Et cette administration américaine, comme d'ailleurs la fin de l'administration Trump, en gros, c'était de dire bon, le Moyen-Orient n'est plus notre sujet. Après tout, Israël en assure la sécurité avec les pays arabes, et on ne s'occupe plus du problème palestinien. Ça, c'est une première chose, une première démonstration. Lorsque vous ne vous occupez pas du Moyen-Orient, le Moyen-Orient vous rattrape. Donc il y a un retour des États-Unis qui avaient quitté d'une certaine manière partiellement cette région. Donc là, pour cette administration américaine, c'est d'abord s'assurer que personne n'intervient, de laisser le conflit localisé entre Gaza et Israël. Et je suis à peu près sûr que Blinken doit dire aux monarchies du Golfe, je sais que ça vous pose des problèmes avec votre opinion publique, faites-moi confiance, nous allons essayer de mettre un terme à tout cela le plus rapidement possible. Mais votre intérêt, à l'évidence, c'est pas qu'une guerre générale éclate. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives diplomatiques. Celle des États-Unis, bien sûr, est la plus visible, mais la ministre française, Catherine Colonna, s'est rendue dans la région. Hier, d'ailleurs, elle a annoncé un nouveau bilan, 19 Français tués, 13 disparus. Quel rôle peut jouer la France? Est-ce qu'il y a une voix de la France, de la région, qui peut être entendue? Qu'on aille effectivement soutenir nos compatriotes présents en Israël, c'est incontestable. Mais derrière, est-ce que diplomatiquement, il peut y avoir des débouchés? Mais vous savez, diplomatiquement, c'est pas seulement la France où il n'y aura pas de débouchés pour l'action de la France, il n'y aura pas de débouchés j'en suis convaincu, pour quiconque, y compris pour les États-Unis. Les États-Unis, tout ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, c'est de contenir l'incendie. Mais comme je l'ai dit précédemment, cet incendie risque de repartir dans 2, dans 3, dans 4 ans, parce qu'il n'y a pas de processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Et ce n'est pas après ces combats, ces massacres, qu'on aura un processus de paix. Vous avez un gouvernement israélien d'extrême droite qui est en train d'annexer la Cisjordanie dans les faits. Vous voyez en ce moment, on n'en parle pas, mais les colons se livrent à des violences sur les Palestiniens en Cisjordanie. Vous avez une opinion
l'opinion publique israélienne qui se souviendra de ces images atroces des corps mutilés que fait circuler le Hamas sur les réseaux sociaux. Et en face, il n'y a pas de Palestiniens pour négocier. L'autorité palestinienne ne représente plus rien. Abou Mazen, 88 ans, ne représente plus rien. Il est quasiment une annexe des services israéliens. Et vous avez le Hamas avec lequel, par définition, Israël ne va pas négocier. Donc c'est cela la tragédie. Et je dis, quelqu'un m'a posé une question et j'ai répondu, c'est désespéré, désespérant. Vraiment désespérant de voir tant de victimes innocentes mourir et désespéré parce que personne ne voit une issue politique aujourd'hui à ce conflit. Le constat que vous faites, il est très sombre. C'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir une solution qui puisse être trouvée. Alors, vous savez, dans 5 ans peut-être, dans 10 ans, dans 15 ans, mais aujourd'hui, il n'y avait déjà pas de voix avant cette tragédie, et je ne vois pas comment il y aurait une voix après la tragédie. Alors peut-être, essayons d'être optimistes pour ne pas désespérer tôt le lundi matin les spectateurs et les auditeurs, peut-être que la crise politique israélienne inévitable qui va avoir lieu, peut-être nous débarrassera-t-elle à la fois d'un Benjamin Netanyahou qui n'est qu'un opportuniste, qui n'est pas un homme d'État, et le gouvernement d'amateurs d'extrême droite qui l'entoure. Peut-être que l'on aura un gouvernement israélien qui sera peut-être moins extrême et plus prêt à entrer dans la négociation. Mais négocier avec qui ? Les Israéliens n'ont pas tort lorsqu'ils disent qu'ils n'ont pas d'interlocuteur crédible. C'est aussi une question. Et ça ne pourrait être... je dirais, essayons de construire un scénario optimiste, que si les pays arabes s'engagent, que si la communauté internationale s'engage également. Mais là aussi, immédiatement, lorsque vous dites cette phrase, vous dites, mais non, ça ne va pas être le cas, parce que les Russes n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait la paix. Au contraire, les Russes vont souffler sur les braises, parce qu'ils ont tout intérêt à ce que l'on oublie, qu'on oublie l'Ukraine. Donc, la communauté internationale n'existe pas. En général, c'est le cas, mais alors là, elle est particulièrement divisée. Même les Chinois, d'ailleurs, dont on pourrait se dire qu'ils auraient vocation à se tenir éloignés de ce conflit israélo-palestinien. Le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a souligné que de son point de vue, la raison de l'escalade du conflit était le mépris à long terme, je le cite, des droits du peuple palestinien. D'ailleurs, que la Chine soutenait la cause juste du peuple palestinien visant à protéger ses droits nationaux. C'est-à-dire que même la Chine, en fait, sera sur cette ligne-là. Vous savez, la Chine n'a qu'un intérêt dans la région, c'est l'accès au pétrole et au gaz. Et de plus en plus, les États-Unis n'ont plus besoin du pétrole et du gaz du Moyen-Orient, puisqu'ils sont exportateurs d'énergie grâce au gaz de schiste. Mais c'est la Chine et qui, peu à peu, parce que c'est un énorme client, est en train de prendre de l'influence au Moyen-Orient. Mais encore, elle le fait sur une base uniquement commerciale. Elle n'a pas de diplomatie moyen-orientale. Donc là, elle a senti que son intérêt était d'envoyer un peu d'encens du côté des Palestiniens, mais elle ne veut surtout pas s'en mêler. Est-ce que vous voyez dans ce conflit, un peu comme on l'a vu sur la question de l'Ukraine, le signe une nouvelle fois que le monde, désormais, est plus que jamais divisé et que l'ascendant occidental, pour peu qu'il ait existé à un moment, est définitivement devenu impuissant? Je pense que c'est la fin du moment occidental, ce moment qui a été inauguré par la chute de l'Union soviétique, 30 ans de domination occidentale. La guerre de l'Ukraine a fourni d'une certaine manière l'occasion à tout le monde de dire, voilà, c'est fini, vous êtes embourbés dans cette guerre. Le fameux Sud global ne soutient absolument pas la Russie qui a envahi l'Ukraine, mais en tout cas le Sud global nous dit, c'est votre problème, c'est une guerre de blancs, vous vous en occupez, nous on ne veut pas nous en occuper, et en plus, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Il n'y a plus de gendarmes dans la jungle du monde. Alors il y avait un gendarme américain, maladroit, brutal, mais au moins nous sommes peut-être en train de découvrir, ou nous découvrirons, qu'un gendarme brutal et maladroit, c'est mieux que pas de gendarme du tout. Non, nous entrons, vous avez tout à fait raison, dans ce monde glacial de la rivalité, de l'usage de la force. Et il faut que les Européens s'y adaptent. Ce qui peut être particulièrement effrayant également, Gérard Arauz, c'est les conséquences que ça peut avoir chez nous. La situation est dramatique au Proche-Orient. Elle peut l'être aussi, on l'a vu vendredi dernier, avec un attentat en France. Il se trouve que le gouvernement français a fait le lien entre cet attentat, la mort d'un professeur, et la situation au Proche-Orient, les motivations qui peuvent être celles du terroriste présumé. Est-ce que de votre point de vue, la France est particulièrement vulnérable à la menace islamiste ? Vous savez, ça fait 20 ans que c'est le cas, où nous avions vu autour des années 2000 une explosion des actes antisémites en France. On était passé de quelques unités à quelques centaines d'actes antisémites. Je me rappelle, et c'était l'époque de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin qui m'avaient nommé en Israël, justement pour améliorer la relation bilatérale. Les autorités françaises ont
je dirais, sont, j'exagère peut-être, mais terrifiées, mais très inquiètes de voir la guerre du Proche-Orient finalement se dérouler dans nos rues. S'importer chez nous, oui. C'est importé, exactement. Nous avons la première communauté juive en Europe, la première communauté musulmane en Europe. En plus, c'est une communauté musulmane arabe qui est donc sensible à la cause palestinienne par rapport aux Turcs d'Allemagne et aux Indo-Pakistanais de Grande-Bretagne. Et donc, voilà, les incidents sont toujours possibles. Vous avez vu que depuis le 7 octobre, il y a eu une augmentation des actes antisémites en France. Il faut avoir quand même des soldats en armes devant les synagogues. Non, c'est tragique. En effet, la France est sans doute, plus que la plupart de ses partenaires européens, peut-être la cible et souffrir des conséquences de ce conflit qui n'est pas le nôtre. Merci beaucoup, Gérard Rao, d'être venu sur LCI ce matin pour nous éclairer.